Bonsoir. Bon, alors maintenant on se connaît bien, enfin en tout cas vous connaissez bien en théorie. Alors je peux vous poser une question un peu personnelle? Si vous répondez pas oui à cette question un peu personnelle, la deuxième risque d'être un peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Rien? Ah, dites-le tous ensemble, ce sera moins humiliant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? J'entends. Ouais, détective privé, policier, danseur. J'imagine d'autres choses, mais je suis un petit peu sourde et puis j'ai un retour très fort. Et ben moi, quand j'étais petite, puisque vous me posez la question, et ben je disais que je serais chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse. Ce à quoi mes parents répondaient c'est super ma chérie, et puis tu trouveras un vrai métier aussi. Alors j'ai failli les écouter, parce que en terminale, je me suis dit mais quelle école il faut faire pour être chanteur, écrivain, photographe, voyageur? Je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a fait faire une batterie de tests, et il est arrivé à une conclusion formelle. Il m'a dit vous adorez voyager, vous aimez les langues, vous aimez entreprendre. Faites une école de commerce, mademoiselle. Alors j'y avais pas tellement pensé, mais j'ai passé le concours, je suis rentrée et puis je me suis bien intégrée. C'est même le mot qu'on emploie là-bas, être bien intégrée. Tellement bien intégrée que j'ai fait un premier stage chez L'Oréal. Je vendais des déodorants dans les supermarchés du Grand Ouest. C'était super. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit l'année prochaine, si tu veux, tu fais un autre stage chez nous et tu seras chef des vendeurs de déodorants dans le Grand Ouest. Et puis si ça s'était encore bien passé, je serais allée au siège, ça s'appelle, et j'aurais été en charge de tous les vendeurs de déodorants de la France. Et j'étais à deux doigts d'accepter, mais j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 20 ans. On parlait beaucoup tout à l'heure, on a beaucoup parlé ce soir de déclic pour oser changer les choses. Moi j'ai eu cet accident qui était finalement la meilleure chose qui me soit arrivée, même si du coup L'Oréal a dû se passer de moi ou moi de lui, selon. Parce que j'ai réalisé qu'il me restait peut-être pas encore 60 ans pour réaliser mes rêves d'enfant. Quand tu as 20 ans, le sentiment de finitude n'existe pas vraiment. J'avais l'impression que je pourrais faire les choses plus tard. Et je suis sûre que ça vous est arrivé à vous souvent de dire je ferai ça plus tard, après les études, après les enfants, après l'appartement, après la retraite. Et puis un jour, on regarde derrière et on se dit j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être pompier, j'aurais pu être détective privé. Sauf que, on a préféré reporter, on a reculé, on s'est dit après, et puis on a préféré pas toucher au rêve pour pas risquer de le fissurer. On n'aime pas beaucoup l'échec, particulièrement pas en France. Il y en a peut-être certains qui ont vécu ou qui savent comment ça fonctionne aux États-Unis. Là-bas, on écrit ses échecs sur son CV. On dit j'ai voulu passer une thèse, mais je l'ai pas terminée. J'ai monté une start-up, mais elle a coulé. Les employeurs considèrent que c'est pas grave, que ça fait partie de ton cursus, que parce que tu as su dépasser ça, eh bien d'une, tu ne referas pas les mêmes erreurs, et de deux, ça prouve que tu as une force de caractère parce que tu as su rebondir là-dessus et continuer. Et bien après cet accident, je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire toi pour pas remettre à plus tard? Alors j'ai commencé par aller voir ailleurs ce que faisaient d'autres femmes pour ne pas attendre le déclic, pour oser se lancer dans la réalisation de leurs projets. J'ai monté un projet qui s'appelle 81 femmes. Je suis allée rencontrer 81 femmes nées en 81. Du coup, vous connaissez mon âge, on en reparlera après. Des femmes qui ont donc le même âge, mais qui sont très différentes, parce qu'elles cultivent leur domaine d'activité propre. On est allé rencontrer des artistes, des sportifs de haut niveau, des leaders politiques. Des femmes qui, malgré des contextes parfois difficiles, réalisent leurs rêves. C'est-à-dire qu'on allait dans des prisons, dans des bidonvilles, dans des déserts, voir des femmes qui font la différence entre ce sur quoi elles ont prise et ce sur quoi elles n'ont pas prise. Par exemple, une femme en prison se dit « Ok, je suis entre ces quatre murs pour une durée indéterminée », parce qu'en Amérique latine, c'est souvent indéterminé. Donc soit je me laisse complètement mourir en disant « J'ai pas d'issue », soit j'essaie à l'intérieur de cette prison de trouver un moyen de changer les choses, de m'accomplir, de me sentir utile. Et c'est ce qu'ont fait ces 81 femmes. Cette personne en particulier a décidé de monter un journal dans la prison pour que les femmes puissent s'exprimer, avoir une source de revenus. Et elle nous a dit qu'elle avait trouvé sa raison de vivre dans ce contexte a priori inextricable. On a rencontré 80 exemples de femmes comme ça, de femmes qui osent et qui n'ont pas peur d'oser maintenant, c'est-à-dire qui ne reportent pas sans cesse leurs projets. Au retour, j'ai beaucoup parlé de ces femmes, j'ai fait des conférences, et on m'a dit « écris un livre !» Et sauf que là, c'est moi qui ai flippé. Je me suis dit « ah non, mais moi je ne sais pas faire ça, je ne veux pas prendre le risque de me retourner ».
Parce que rentrer de ce genre de voyage, c'est très dur. On m'avait dit oui, mais même si tu as l'impression que ta vie, elle te plaît vraiment avant de partir, quand tu reviens de ce genre d'expérience, c'est très difficile d'atterrir. Parce que c'est intense, parce que pendant 14 mois, tu bouges tout le temps, et qu'au retour, une fois passé l'excitation des retrouvailles avec tes proches, bah, tu te retrouves dans une sorte de routine qui est angoissante. Et là, tu as envie de partir. À ce moment-là, tous les jours, je regardais des billets d'avion. Je me dis, allez, tiens, je suis pas allée en Israël, ou alors je connais pas très bien l'Azerbaïdjan, c'est super. Et là, je me suis forcée à pas partir, parce que ça aurait été une fuite. Et j'ai repensé à l'accident, j'ai repensé à ces femmes. Puis je me suis dit, je peux pas être lâche comme ça, parler de leurs messages, et puis moi, pas les appliquer. Alors j'ai écrit ce livre qui s'appelle Same Same But Different. Alors pour ceux qui ont voyagé en Asie, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, ça devrait vous rappeler quelques souvenirs. En Thaïlande, on te sert cette expression à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Tu commandes un poulet et on te sert un bœuf, et on te fait « mais same same but different ». C'est vrai, ça se mange pareil, c'est une façon de relativiser. C'est aussi une référence à ces femmes, qui sont les mêmes parce qu'elles sont toutes nées en 81, mais qui sont différentes parce qu'elles cultivent leur singularité. Et c'est surtout un clin d'œil aux sensations du voyage. Parce que le dernier jour, quand je rentrais de Delhi à Paris, j'étais toute chamboulée, ça avait été tellement rapide ces 14 mois, je me suis dit tiens, je vais écrire ce que je ressens là en direct pendant que j'atterris et je rentre à Paris. Alors j'ai sorti mon petit carnet, puis j'ai commencé à écrire comme ça et j'y arrivais pas parce qu'il y avait des turbulences et mon stylo bavait tout le temps et il m'était arrivé la même chose le matin à Delhi dans un rickshaw. Alors j'ai regardé par la fenêtre, par le hublot, dit-on dans un avion. Je me suis penchée et là il y avait la Seine et elle formait des petites courbes comme ça et elle ressemblait à l'Amazone. Et je me suis dit c'est marrant en fait, nos sensations à voyager se ressemblent. C'est pas du tout une question de distance, on peut être au bout du monde ou au coin de sa rue. Au fond, ce qu'on ressent, c'est la même chose. Il faut juste garder l'œil neuf, réussir à voir les choses pour la première fois. Donc j'ai fait pour la première fois un livre. Et là, tous mes amis m'ont dit bah, c'est super, donc maintenant, tu es écrivain. Tu vas écrire d'autres livres de voyage. Bah non, c'était un projet comme ça. Je sais pas, maintenant, je vais faire de la musique. J'ai décidé de m'appeler Marine Good Morning, parce que quand j'étais môme, je voulais un nom anglais. Pour faire une carrière internationale, c'était important. Et je connaissais un seul mot en anglais, c'était Good Morning. Donc voilà. Et puis donc, je suis partie au Canada, parce que c'était comme la frontière là, entre le Québec et l'anglophone, la France, tout ça. Là. Et puis, je suis allée faire une petite mini-tournée, hein, plutôt dans des bistrots que dans des Olympias, mais enfin, c'était le début. Et là, crac, je suis tombée amoureuse. Alors, je vous le dis parce que voilà, on se connaît, hein, vous m'avez dit ce que vous vouliez faire, tout ça. Moi, je suis tombée amoureuse, comme ça m'arrive de temps en temps, j'avoue, d'un Québécois avec qui c'était une magnifique histoire platonique, tout à fait platonique pour de vrai. Par exemple, un jour, il est venu me voir à un concert, on sort, il me propose d'aller boire un verre. Donc on va à sa voiture, et là, eh bien, on retrouve son pare-brise éclaté sur la route. Et au lieu de s'énerver comme tout un chacun, enfin comme en tout cas moi je l'aurais fait, il prend un bout de verre comme ça, puis il me le met sur le doigt. Et il me dit tiens, je vais te fabriquer une bague. Enfin, il me fait tiens, je vais te fabriquer une bague. Alors c'était super joli. Voilà, il s'est passé plein de trucs. Je vous passe les détails de cette romance, c'est un petit peu tout à fait poétique. Je raconte ça à mes copines en France, qui sont émerveillées. Elles me disent waouh, la chance, c'est magnifique. Et vous allez vous revoir? Ben non, je pense pas. Enfin, peu importe en fait. Et quand j'ai répondu ça, ben j'ai senti que ça n'avait plus de valeur pour elles, que c'était comme si d'un coup l'histoire ne comptait plus parce qu'il n'y avait pas de projection dedans. Alors je me suis posé la question, comment c'est possible que l'on soit une génération, enfin des générations d'ailleurs, qui refusons le mariage, qui prétendons vouloir rester libre et plus vouloir d'engagement. Et pourtant, dès qu'on rencontre quelqu'un, la première des questions qu'on nous pose, c'est et ça fait combien de temps? Et tu crois que ça va durer? Genre, c'est le bon? Comme si c'était ça qui faisait la valeur. Mais la nuit suivante, je me suis dit, tiens, pour réfléchir à ça, je vais retrouver les 24 personnes que j'ai aimées depuis que je suis née. Je savais que vous alliez rire comme ça. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, tout le monde trouve que c'est beaucoup. Ma mère m'a même dit, mais t'es malade, on va dire que t'es une salope. Je fais... Eh bien, réfléchissez bien, je suis sûre que si vous creusez un peu, vous en avez eu 24. Parce que dans ces 24, eh bien, il y a aussi l'amoureux d'enfance, le père, quelqu'un qui n'a pas voulu, qui n'a pas su. Tous ces moments qui forment une histoire d'amour, une sorte de bagage amoureux. Et alors, je les ai retrouvés aujourd'hui, je les ai photographiés à l'heure qui correspondait
à un souvenir que j'avais gardé avec eux. Alors, tu sais que ça va un petit peu fissurer le souvenir, mais je voulais cette confrontation, de se dire, voilà, on sait qu'on n'a pas été les seuls, mais pour autant, dans l'instant, on s'est dit, je t'aime maintenant. Et vous voyez comme tout ça est une affaire de signes et de voix pas très bien tracées, un peu sinueuses, comme ma petite scène Amazon. Pour ce projet, je suis allée dans mon ancienne école primaire. Je voulais faire une photo d'un pins. Je vous raconte pourquoi. Quand j'étais en CM2, j'étais la première de la classe, un peu moche, un peu timide, avec des lunettes, une queue de cheval comme ça. Et j'étais amoureuse du cancre, mais je lui disais pas, je lui parlais pas. Et puis un jour, ce cancre, qui s'appelle David, si tu me vois quelque part, et il m'a dit, tiens, c'est pour toi, c'est un pins AXA Assurance, parce que mon père y travaille, et c'est pour te dire que je t'aime. Et alors, j'étais trop émue. Et j'ai porté ce pins tous les jours de l'année, c'était comme un diamant, c'était magnifique. Et donc, je suis allée dans cette école primaire, puisque je n'avais pas retrouvé David, pour photographier le pins. Et là, j'ai retrouvé mon école comme ça, à l'abandon. En fait, elle a fermé il y a quelques années. Je ne savais pas du tout, c'est dans une petite ville, une moyenne ville de province, à Saumur même, je peux vous le dire. Et j'ai escaladé les grilles, et là j'étais choquée, il y avait des arbres au travers du bitume, il y avait des bureaux renversés, des tags partout, des vitres brisées. Et au fil des pas, mais il y avait plein de souvenirs qui revenaient. Je me souvenais du savon jaune, que je trouvais dégoûtant parce que tout le monde l'utilisait, puis il faisait les mains toutes sèches, alors je me lavais jamais les mains. Puis après, j'ai vu le terrain de sport, et je me suis souvenu que moi, j'étais celle qu'on n'appelait jamais dans les équipes. Vous savez, quand il y a deux capitaines, là, et toi, tu restes toujours à la fin, ils font bon, Sandra. Et il y en a d'autres, ça me fait hyper plaisir. Ça me fait hyper plaisir. Et puis, j'ai fait un livre qui m'est venu un peu comme ça, sans trop y réfléchir, qui s'appelle Qui a tué Jacques Prévert? C'était le nom de cette école. Il vient de sortir. Et puis alors là, mes amis m'ont dit, donc maintenant, ça y est, t'es photographe. Parce que c'est un livre de photos. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on veut toujours nous mettre dans des cases? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir un seul métier? Au fond, toutes ces sortes d'outils que j'utilise, c'est rien d'autre que ça, c'est des moyens. On ne reproche pas à un peintre d'utiliser parfois de la gouache, parfois de l'aquarelle, parfois des pastels. C'est juste changer d'outil, pas se laisser enfermer dans une hyper spécialisation. Mais moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de continuer à jouer, c'est-à-dire à utiliser des choses que je ne maîtrise pas bien. Être comme un petit enfant qui prend une boule de pâte à modeler pour la première fois et qui essaie de faire une cathédrale, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je suis très nulle pour faire de la pâte à modeler, mais j'essaye. Et l'enthousiasme de l'amateurisme nous pousse à prendre des risques, parce qu'on n'a pas un sentiment d'exigence trop fort. Il me semble qu'il faut essayer de suivre la maxime de Brel, qui disait il faut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Alors moi j'essaye, c'est pas facile parce que je l'oublie très souvent. On se fait très vite rattraper par la routine, par le confort. Et alors à chaque fois que ça me revient, alors chacun ses petits trucs, mais moi je me barre. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Et tous les étés par exemple, avec une amie, on part 28 jours, un cycle de femmes, c'est la journée, c'est l'heure d'en parler, en stop, à travers l'Europe. La première année on a fait Paris-Istanbul. La deuxième, on est allé de Berlin à Odessa. Et cette année, si tout va bien, on fera Athènes-Helsinki. On s'appelle les petites poussettes, parce qu'on fait du pouce. Et que comme le petit pousset, on sème des petits galets dans les voitures pour retrouver notre chemin et pour symboliser la pierre que chaque conducteur apporte à notre édifice.